processus électoral en République démocratique du Congo et aussi autre dossier judiciaire, celui de Jean-Marc Kabund. Nous allons essayer d'en parler dans cette émission. Bienvenue, messieurs. Vous êtes un des porte-parole, on peut dire, un des cadres du parti politique Alliance pour le changement de Jean-Marc Kabund, monsieur Dioka. Merci, monsieur Jean-David. Voilà. Alors, vous êtes là aujourd'hui pour parler d'abord du processus électoral tel qu'il a été entamé par le président Denis Kadima. Pour vous, vous n'êtes pas partant, c'est-à-dire votre parti politique. Et qu'est-ce que vous avez prévu comme alternative? Bon, pour la énième fois, nous dénonçons d'abord le fait que nous soyons exclus, ce qui a été fait de manière illégale et irrégulière. Nous constatons que cette décision ou encore cette manœuvre fait en sorte que nous puissions considérer que le processus actuel a perdu une de ses qualités. Les qualités d'un processus électoral réussi, parmi il y a l'inclusivité. Et quand certaines formations politiques sont retirées de la course, quand certaines formations politiques refusent de prendre part aux élections, il y a l'aspect de l'inclusivité qui n'est pas mis en avant. Mais ça, ce n'est pas grave. Le plus grave... pour votre cas, ce n'est pas que vous aviez refusé. Pour votre cas, c'est qu'on vous a écarté. Vous n'aviez pas rempli certains critères au niveau du ministère de l'Intérieur. C'est ce que j'ai tenté de dire. C'est une fausseté parce que nous avons effectivement rempli toutes les conditions. Parce que si vous lisez la loi portant organisation et fonctionnement des partis politiques et règlements politiques en RDC, vous y verrez là les conditions préalables et la procédure pour effectivement qu'un parti politique puisse exister. Parmi, il y a des mécanismes que l'État a mis en place, des mécanismes à défaut. C'est-à-dire qu'au bout d'un délai, si le ministère de l'Intérieur, par le biais du secrétariat général, n'arrive pas à répondre à ces exigences, notamment à décerner l'agrément, automatiquement, le parti peut fonctionner et les récépissés est considéré par défaut comme l'agrément. Et je pense que nous sommes dans cette situation-là parce que nous avons déjà atteint ce niveau-là où on avait les récépissés. La preuve est que nous avons eu le temps d'échanger de manière un peu permanente avec le secrétariat général du ministère de l'Intérieur, puisque au bout d'un moment, quand nous avons enregistré le parti, il y avait un problème en termes de sigles. Au départ, le parti devait être, les sigles du parti devaient être AC. Mais arrivé sur place, dans le répertoire du ministère de l'Intérieur, il y avait déjà un parti qui portait les sigles AC. Alors, on a fait une autre démarche, on a annexé à cela un addendum qui... Donc vous allez vite voir que les sigles du parti n'est plus AC, c'est ACH avec un H minuscule. Donc là aussi est une preuve qu'effectivement nous avons travaillé, nous avons mené des démarches auprès de cette institution compétente à la matière. Mais au niveau du ministère de l'Intérieur, il y avait un parti Alliance pour le changement. Mais justement, il doit y avoir, puisque si on arrive au point où, parce que nous avons cet élément-là, les projets d'arrêté, qui doit être d'ailleurs un document interne, mais nous avons eu quand même l'occasion de mettre la main dessus. Si on arrive déjà à ces points-là, s'il ne reste qu'au ministre de l'Intérieur déposer sa signature et que le parti existe pour que le parti puisse avoir son agrément, vous comprenez qu'il y a une procédure qui s'est suivie. Je dois signaler ou rappeler que l'Alliance pour le changement a disponible plus de 15 000 $ pour la création de son parti. C'est-à-dire qu'il y avait 10 000 $ qu'il fallait payer au trésor public et puis il y avait 5 000 $ des frais, et voilà, tout ce qu'on peut appeler frais administratifs. Donc nous existons selon les raisonnements de la loi, puisque la loi dit, au bout d'une durée, je pense, ça doit être de 15 jours, si le ministère de l'Intérieur ne décerne pas. C'est-à-dire que le législateur avait une intelligence complète. Il se disait que voilà, l'appareil de l'État peut souffrir des lenteurs. Alors, on ne peut pas préjudicier les partis politiques ou encore les particuliers. Alors,
À défaut, le parti peut exister. Et je vais vous donner une autre preuve de notre existence. Nous sommes implantés dans toute la République démocratique du Congo. Nous avons un des meilleurs sièges. Dans 26 provinces? Oui, complètement. OK. Nous avons un siège parmi les meilleurs de tous les partis politiques congolais. Un siège les meilleurs? Un siège de pratiquement 3 étages avec plus de 4 ou 5 bâtiments. Au niveau délimité? Oui, à limiter. Nous sommes sur le boulevard, une prise imposante. C'est grandement marqué. Peu importe quand vous êtes sur le boulevard, dans ces rayons-là, vous pouvez facilement voir. Maintenant, expliquez-moi dans un pays sérieux. Une structure comme ça émerge dans le vide et pose des actions, mais on ne lui demande jamais de fermer. Parce que personne n'est jamais venu vers nous pour dire que voilà, quand vous êtes dans l'illégalité, fermez. Quand vous êtes dans l'illégalité, vous n'avez pas le droit d'opérer parce que vous n'avez pas fait de démarche. C'est parce que l'État vous reconnaît. Vous n'êtes pas propriétaire, vous êtes locataire. La question des propriétés est un peu plus complexe. Bon, ça, ce sont des considérations purement internes. Ça dépend de notre administration et à notre capacité de mobilisation de fonds. On n'en parle pas. Mais moi, je parle du fait que comment un bâtiment aussi imposant dans une prise aussi publique peut émerger comme ça, à vue de tous, et on considère que cette structure-là ou cette institution-là n'existe pas. Pourquoi est-ce que les services de l'État ne se sont jamais rapprochés de notre parti politique pour nous dire de faire on sait bien que le rôle d'un parti politique, c'est la conquête du pouvoir. Mais là, vous êtes écarté, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez continuer à exister ou à disparaître? Non, nous n'allons pas exister, puisque la base, le fondement de notre parti, ce n'est pas la conquête du pouvoir. En tout cas, pas tout de suite. Le fondement de notre parti. Permettez que je finisse, sinon je risque de dire ce que je n'ai pas voulu dire. Alors, le fondement, d'abord, dans une formation politique, doit être idéologique et démarrer. Aujourd'hui, l'Alliance pour le changement a quel objectif? L'Alliance pour le changement veut refonder les Congos. Parce que nous pensons, de notre manière de réfléchir, que pour aller vers le développement, il faudrait d'abord commencer par refonder le Congo. Et cela passe notamment par certains piliers qu'il faudrait réformer. Vous voyez? Et pour cela, il faudrait mettre aussi en avant les valeurs idéologiques. Nous sommes un parti démocrate. Nous avons une idéologie, la social-démocratie. C'est vrai que les élections est l'alternative la plus consensuelle et crédible pour nous, pour accéder au pouvoir, mais nous avons aussi un rôle de résistance et un rôle de combat, de lutte. Si aujourd'hui nous faisons face à une dictature montante, à une forme d'oppression, qu'est-ce que nous faisons? Que nous puissions laisser tomber la vision? Non. Ce qui nous maintient, ce n'est pas le pouvoir. Ce qui nous maintient, c'est d'abord l'idée que nous avons. C'est pour cela que vous allez voir que notre président national, c'est le seul prisonnier politique que je connais, jusqu'à ces jours, d'être en prison pendant pratiquement une année sans demander des repos maladie ou quoi que ce soit, sans tomber malade. C'est-à-dire que dans son esprit, le parti Alliance pour le changement, c'est un parti qui est né d'une rupture, un parti de lutte. Dans son esprit, il a été préparé à cela. Quand il a annoncé son divorce avec les régimes en place, quand il a lancé son mouvement politique, il savait que ça ne sera pas sans conséquences. Et nous assumons ces conséquences-là. Nous disons, même si les régimes en place décident aujourd'hui de nous mettre hors la course, qu'est-ce que nous faisons? Nous supervisons au moins. Parce que les élections, ce n'est pas une bataille entre les élites dans des plateformes qu'on peut appeler les formations politiques. C'est une affaire de tous les Congolais, ça veut dire les 100 millions de Congolais. Alors aujourd'hui, les processus électoraux, il y a certaines personnes qui voient qu'il faut aller au dialogue. Il y a d'autres aussi qui veulent à tout prix aller aux élections. Et vous, quelle est votre position? Dialogue ou pas? Nous voulons des élections. Vous voulez les élections? Nous voulons des élections qui remplissent des conditions. Ça veut dire que nous entrons dans l'esprit de la démocratie. Et la démocratie, c'est aussi le respect des textes. Nous voulons des élections crédibles, transparentes, inclusives,
des élections qui remplissent tous les éléments qui pourraient nous garantir effectivement un processus électoral réussi. C'est ce que nous voulons. Je vais faire une petite parenthèse. Les régimes en place, les régimes de l'UDPS, peuvent échouer en tout. Le peuple congolais peut le pardonner. Mais qu'il nous donne des élections. Les meilleures élections, parce que le combat de l'UDPS, c'était d'abord le combat de la démocratie, de la liberté, de l'état de droit. C'était d'abord le combat où beaucoup de gens ont perdu leurs proches pour cet avènement. Mais arriver aujourd'hui et parler et cautionner ces types de réflexions, je pense que on pouvait encore y penser à l'époque de Kabila, puisqu'il n'y avait pas une alternance à la tête de l'État. Mais parler de ça aujourd'hui, excusez-moi monsieur, mais je trouve que c'est anachronique. Anachronique. Oui. Mais là, aujourd'hui, parce que selon certains experts, il n'y a pas la commande des kits électoraux, et les financements poseraient des défauts ou poseraient des problèmes. Nous sommes à quelques mois de la convocation pour les élections présidentielles, mais rien n'est fait, c'est-à-dire les étapes importantes ne sont pas encore franchies. Vous ne voyez pas que le dialogue reste la seule alternative. Non, mais excusez, dites-moi, il y a un président de la République et son gouvernement. Il y a des acteurs, des opérateurs politiques qui gèrent le pays au quotidien. Ceux-là savaient que nous devions avoir des élections internes. Dès qu'ils accèdent au pouvoir, ils savaient qu'avant les 5 ans, ils devraient organiser des élections. Mais s'ils ont failli non seulement à donner les substantiels à la population, s'ils ont failli non seulement à permettre à ce que la population puisse avoir accès aux services sociaux de base, s'ils ont failli sur tout le plan, mais ce n'est pas à nous que vous devriez poser la question de savoir s'il faut un dialogue ou il faut des élections. Ce n'est pas à nous qu'il faut poser la question. Il faudrait d'abord commencer par mettre dans un carré et désigner les coupables, désigner cette personne qui nous a mis dans cette situation. Parce que je pense que 2 ans avant, on pouvait déjà savoir que nous partons vers un mur. Alors, ce n'est pas maintenant que vous devez vous repousser vers les opposants ou encore vers la population pour parler des dialogues. C'est démoniaque, permettez que je le dise comme ça. Donc, nous connaissons ceux qui nous ont mis dans cette situation. Au moment venu, nous allons faire une déclaration de notre part et je pense qu'il y aura un état des lieux qui va être fait. Mais ce n'est pas à nous qu'il faut poser cette question. C'est au gouvernement en place, c'est au chef de l'État actuel. Jean-Marc Akabound, voilà, revenons. Oui. Jean-Marc Akabound, ça sera le 18 septembre. Non, le 6 septembre. Voilà, le 6 septembre qui sera devant la Cour de cassation. On lui a donné l'occasion de pouvoir donner toutes les preuves qu'il a accusé le pouvoir en place, mais il ne l'a pas fait. Non, bon, moi j'étais dans... j'ai commencé les procès dès le début, j'étais dans toutes les audiences. Il y a 12 préventions au total que le ministère public estime mettre à la charge du président Jean-Marc Akabound. Et dans la logique, ces infractions peuvent se regrouper en 4 ces préventions peuvent se regrouper en 4 infractions. On lui reproche de l'outrage au chef de l'État, au gouvernement, au Parlement et propagation de faux bruits. Alors face à cette situation, nous avons eu avec la partie défendeuse, avec le collectif d'avocats, nous avons eu le temps d'élaguer prévention par prévention, où on a démontré clairement qu'il n'y avait aucune infraction. Premièrement, à la conférence de presse du président, puisque le ministère public s'est appesanti sur la conférence de presse du président, Jean-Marc Akabound, du 18 juillet 2022, pour dire que, voilà, il a tenu des propos outrageants et puis il a fait une propagation de faux bruits. Nous nous sommes appesantis aussi là-dessus. D'abord, le président Jean-Marc Akabound a le droit de tenir de tels propos, partant du fait qu'il est
opérateur politique, partant du fait qu'il est parlementaire et il est appelé au contrôle parlementaire, partant aussi du fait qu'il est opposant politique et candidat à la présidence aux élections présidentielles. Donc il en a pleinement le droit. Alors s'il faudrait prendre les propos qui retracent son opinion politique pour des infractions, et qu'on aboutisse à une condamnation, je me pose, monsieur Jean-David... là, maintenant, ce sont des opinions politiques. Mais justement, vous voulez que ce soit quoi d'autre? Oui, mais parce que quand il a parlé, il dit qu'il y avait l'argent qui sortirait... Le contexte était politique. Et qui s'envolerait... Cette allégation a été retracée comme propagation de faux bruits. Mais les ministères publics, tout comme le juge, ont demandé de donner la preuve. Mais la preuve a existé. Vous avez vu le scandale avec M. Vidi Chimanga. Vous savez, l'infraction de faux bruit demande à ce qu'il y ait certains éléments. C'est dans la doctrine. Je ne suis pas juriste et je passe sous réserve, mais j'ai participé au procès et j'ai retenu beaucoup d'éléments. Dans la doctrine, il faudrait d'abord que les propos soient mensongers. Est-ce que le président Jean-Marc Kabound a menti quand il a parlé des sommes trébuchantes et sonnantes qui quittaient le pays? Non, nous l'avons vu avec l'affaire Vidi Chimanga. Et après cela, il faudrait que l'information ou les déclarations puissent être le présage d'une instabilité. Je ne pense pas que nous avons connu des moments d'instabilité, de troubles publics suite à ces propos. Merci beaucoup, M. Jonathan Dioka, de votre passage. Merci à vos fidèles téléspectateurs de nous avoir suivis. Restez branchés sur Télé 50. À très bientôt.